Hello, j'espère que il vous a plu. Il coche évidemment toutes les cases puisqu'il est mort. C'était Michael Jackson. On est très content de l'avoir eu avec nous dans la veillée. Euh, comment j'accède au chat en direct et comment je vois vos réponses? Je les vois plus. Je vois plus vos messages sur mon téléphone. Mais bon, c'est pas grave. Je compte sur vous. Je sais que vous êtes là. Ça continue à parler des phobies, et bah vous faites bien. Nous, on a un peu tourné la page, hein, on est comme ça. En fait, on a la dalle, on en veut, et on a envie de plus d'histoires. Et on a envie d'histoires qui repartent un petit peu dans le temps. On a envie d'histoires médiévales. Et quand on a envie d'histoires médiévales, là d'où je viens, il y a une personne qu'on appelle, c'est Albert de Vanves. Bonsoir, bonsoir. Alors, elle n'est pas médiévale complètement, celle-ci. En fait, elle a des origines médiévales, mais dans sa forme la plus connue, en tout cas, elle a été surtout. L'histoire date surtout de l'ère Edo, donc en fait, c'est l'ère moderne. Et c'est une histoire japonaise, car les Japonais, comme vous le savez, sont très très forts pour faire des histoires de yokai, donc d'esprits ou de démons qui habitent des objets. Ils sont très bons pour faire des histoires forcément de fantômes et d'esprits vengeurs, en particulier d'esprits vengeurs féminins. Mais je trouve que l'histoire qui, en tout cas, moi me plaît le plus, c'est celle de Yuki Onna. Deux bûcherons, Mosaku et Minokichi, habitaient un village de la province de Musashi. Mosaku était un vieillard, et son aide, Minokichi, un garçon de 18 ans. Ils se rendaient chaque jour dans une forêt située à 5 kilomètres environ de leur demeure. Pour y arriver, il leur fallait traverser une large rivière au moyen d'un bachot. Bien qu'on eût souvent tenté de construire un pont au-dessus de la rivière, on ne put jamais y parvenir, car nul ne résiste au courant lors de la crue des eaux. Un soir glacial, Mosaku et Minokichi s'en retournaient chez eux lorsqu'ils furent surpris par une violente tempête de neige. Ils gagnèrent la chaumine du bachoteur, mais trouvèrent qu'elle s'en était allée, après avoir amarré sa barque sur la rive opposée. Comme il faisait trop froid pour nager, les deux bûcherons se réfugièrent dans la chaumière, en s'estimant très heureux d'être à l'abri. Il n'y avait aucune accommodation pour faire du feu. De nattes à terre constituaient tout le mobilier. Ils barricadèrent la petite porte qui servait aussi de fenêtre et s'étendirent sur leurs nattes, n'ayant pour toute couverture que leur manteau de pluie en paille. Au début, le froid ne leur faisait pas trop souffrir et ils croyaient que l'ouragan cesserait vite. Le vieillard s'endormit presque aussitôt, mais Minokichi demeura longtemps éveillé. Il écoutait les sifflements du vent et le choc des masses de neige qui heurtaient la porte de bois. C'était une tempête terrible. L'air glaçait chaque instant davantage et Minokichi frissonnait sous son manteau de paille. Enfin, le sommeil l'envahit. Il fut réveillé par des flocons de neige qui tombaient sur ses joues. La porte de la cabane était ouverte et à la clarté intense de la lumière de la neige, Yuki Akari, il distingua une femme, tout en blanc. Debout sur la chambrette, elle était penchée sur Musaku et lui soufflait au visage. Son haleine était comme une brillante fumée blanche. Soudain, elle se tourna du côté de Minokichi et se baissa vers lui. Il essaya de crier, mais il ne put articuler aucun son. La femme inconnue se courbait toujours au-dessus de lui, et sa figure touchait presque la sienne. Il vit qu'elle était très belle, mais il eut peur de l'expression de ses yeux. Elle le contemplait un long moment, et puis elle dit avec un sourire : « Je comptais vous faire mourir, ainsi que le vieillard. Mais à cause de votre extrême jeunesse, je ne puis m'empêcher de ressentir de la pitié pour vous. Je ne vous ferai pas de mal, Minokichi, car vous êtes un joli enfant. Néanmoins, si jamais vous racontez à personne, fût-ce même à votre mère, ce dont vous avez été témoin cette nuit, je le saurai, et je vous tuerai. Souvenez-vous de mes paroles. » Puis elle se détourna de lui et sortit. Minokichi se sentit alors redevenu maître de ses mouvements. Il se leva d'un bond et courut regarder au dehors. La femme en blanc avait disparu, et la neige pénétrait dans la chaumine par grandes rafales. Le jeune homme referma lui, en prenant soin de consolider de plusieurs morceaux de bois. Il se dit que, sans doute,
Le vent l'avait ouverte, et ce qu'il avait pris pour la silhouette d'une femme n'était que le reflet de la lumière de la neige. Toutefois, il n'était pas encore rassuré. Il appela Mosaku et fut effrayé lorsque le vieillard ne lui répondit pas. Alors il tendit les mains et tâtonna dans l'obscurité. Il toucha le visage glacé du vieux bûcheron. Mosaku était mort. À l'aube, l'ouragan cessa. Le bachoteur revint à sa hutte vers le lever du soleil. Il y trouva Minokichi étendu sans connaissance du côté du cadavre du vieux Mosaku. Le jeune garçon fut bien soigné et revint vite à lui, mais il demeura longtemps malade des effets de cette nuit de tempête. Il fut très chagriné par la mort de son ancien maître, mais il ne décrivit à personne la vision qu'il avait eue. Une fois guéri, il reprit son travail. Chaque matin, il se rendait seul à la forêt et revenait vers le crépuscule, portant la lourde charge de bois que sa mère allait vendre ensuite à la ville. Un soir de l'année suivante, Minokichi retournait chez lui lorsqu'il dépassa une jeune fille qui parcourait le même chemin. Elle était grande, mince, très belle, et elle répondit à la salutation d'un bûcheron. Pardon. Elle répondit à la salutation du bûcheron d'une voix douce, pareille au gazouillis d'un oiseau. Il marcha près d'elle et ils se mirent à causer. La jeune fille dit s'appeler Oyuki. Elle venait de perdre ses parents et se rendait à Yedo, chez des amis qui lui avaient promis de la placer comme servante. Minokichi se sentait charmé par la jolie étrangère. Plus il la regardait, plus elle lui paraissait belle. Il lui demanda si elle était déjà fiancée. Ce fut en riant qu'elle lui répondit qu'elle était libre. Puis à son tour, elle voulut savoir si Minokichi était marié. Il lui dit qu'il vivait seul avec sa mère, qu'il n'avait pas encore envisagé la question d'une honorable belle-fille. Après ces confidences réciproques, ils continuèrent leur chemin sans plus parler. Mais comme dit le proverbe, lorsque le désir est là, les yeux en disent autant que la bouche. Alors arrivés au village, ils étaient fort agréablement impressionnés l'un par l'autre. Minokichi pria Oyuki de se reposer un instant chez lui. Elle hésita, puis finit par l'accompagner. La mère du jeune homme la reçut cordialement, et devant le grand charme d'Oyuki, ressentit pour elle une affection spontanée. Elle parvint même à la persuader d'ajourner son départ pour Yedo. Or, il advint qu'Oyuki ne se rendit jamais à la ville. Elle demeura dans la maison de Minokichi, en qualité d'honorable belle-fille. Oyuki fut une bru exemplaire. Lorsque sa belle-mère mourut, ses dernières paroles furent un tendre éloge pour la femme de son fils. Oyuki mit au monde 10 enfants, tous très beaux et d'une grande blancheur de teint. Les habitants de la contrée la considéraient comme douée d'une force surnaturelle car, tandis que les autres paysannes se flétrissaient vite, elle semblait rester aussi jeune et fraîche que le jour de son arrivée au village, quoiqu'elle eût été 10 fois mère. Un soir, les enfants couchés, Oyuki causait près d'une lampe, dont la lumière blanche inondait son village. Excusez-moi. Un soir, les enfants couchés, Oyuki causait près d'une lampe, dont la lumière blanche inondait son visage. Minokichi la contempla longuement et lui dit enfin « En vous voyant ainsi, le visage baigné par cette douce clarté, je me souviens d'une aventure bizarre qui m'advint lorsque j'étais gamin de 18 ans. Il s'agit d'une femme qui était aussi belle que vous. Elle vous ressemblait même étonnamment. » Sans lever les yeux de son ouvrage, Oyuki répondit « Parlez-moi d'elle, où l'avez-vous vue ?» Minokichi lui raconta alors la nuit terrible, passée dans la hutte du bachoteur. Il lui décrivit la femme en blanc, qui s'est penchée au-dessus de lui en souriant, et lui dépeignit aussi la mort tragique et silencieuse du vieux Mosaku. Et il déclara « Ce fut l'unique fois qu'éveillé ou endormi, j'ai vu une créature aussi belle que vous. C'était bien entendu un être surnaturel. J'en avais peur, très peur. Elle était si blanche. À vrai dire, je n'ai jamais pu déterminer si c'était un rêve que j'avais fait ou si c'était vraiment la femme de la neige. » À ces mots, Oyuki rejeta loin d'elle son ouvrage et se dressa, menaçante. Puis en se penchant au-dessus de son mari à terre, elle lui cria « C'est moi que vous avez vu, moi, Oyuki. Vous avez prévenu que je vous tuerais si vous parliez à qui que ce soit de ce que vous avez vu ce soir d'orage. Je vous tiendrai ma parole à l'instant même. Enfin, je la tiendrai si ce n'était à cause des enfants qui dorment dans la pièce voisine. Tâchez de prendre bien soin d'eux, car s'ils en ont jamais la moindre occasion de se plaindre de vous, je vous traiterai comme vous le mériterez. » Comme elle criait, sa voix allait en s'affaiblissant, et devint pareille à la plainte du vent. Oyuki se dissipa en une buée blanche, fine et étincelante, qui s'éleva en spirale vers les poutres enfumées du plafond, et disparut en vacillant par le trou de fumée.
on ne l'a plus jamais revu. Ok. J'espère que ça vous a plu. En plus, c'est une histoire intense. Ça fait partie de ces histoires qui ont été traduites donc, par un auteur américain qui, dans les années 1910, qui était fasciné par le Japon et fasciné par les vieilles légendes. C'est pour ça en l'occurrence, je vous ai sorti une traduction très récente et bien occidentalisée, de sorte à ce que ce soit quand même relativement compréhensible. Alors, évidemment, je te demanderai quelle est l'analyse de l'historien sur un texte comme ça, mais je serais curieux d'abord d'avoir l'analyse de Camille, que j'ai vu écouter assez médusée cette histoire. Oui, tout à fait. Mais je faisais bien attention à suivre parce que les prénoms sont quand même compliqués à choper. Oui, c'est sûr. Au début, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de ces prénoms, effectivement, il faut arriver à... Bon, Minokichi, c'est le héros, c'est le gamin de 18 ans, et Mosaku, c'était le vieux. Voilà. Il y avait plusieurs personnages. Non, je plaisante. Non, elle était facile à comprendre, l'histoire, en vrai. Et elle était magnifique. Ah bah, merci. Pardon, je t'ai coupé. T'allais poétique. faire ton analyse, Camille. Non, tout à fait. En fait, oui, j'étais attentive, mais pour essayer de bien comprendre qui s'appelait comment. Enfin... C'était ça l'enjeu, oui, de l'histoire. Ça a vu que c'était vraiment un truc qui tournait autour de l'identité. C'était une analyse très pertinente. Mais celle de l'historien, alors? Celle de l'historien, disons que... Après, on pourrait remonter. Alors, je suis historien et pas folkloriste, ce qui signifie que, alors, je sais qu'il y a, quelles que soient les civilisations, quelles que soient les périodes ou les époques, il y a toujours eu ce mythe, effectivement, de la femme de la neige et de la personnification. Excusez-moi, la personnification de l'hiver et du froid, qui se retrouve souvent sous les traits d'une jeune ou d'une vieille femme, ça dépend. Mais en tout cas, il me semble en tout cas que Yuki Onna fait partie même de ces mythes qui remontent aux fondations du shintoïsme, donc des religions, des religions, parce qu'effectivement le shintoïsme a plusieurs formes, mais en tout cas des religions japonaises où effectivement elle personnifie beaucoup donc cette forme de l'hiver un peu particulière, à la fois très froide, très beau, parce que l'hiver ça peut être particulièrement beau, mais aussi particulièrement cruel. Après, de là à pousser jusqu'à l'analyse psychanalytique, j'oserais pas. Mais en tout cas, on retrouve des mythes assez similaires, en fait. Même chez les Scandinaves aussi, hein, l'hiver est personnifié par Skadi, donc la déesse de l'hiver, qui a dû épouser donc Jord, le as des tempêtes. Vous voulez que j'ajoute quelque chose, éventuellement Non, je pense que c'est... Merci beaucoup, Albert, pour cette histoire. On était pendu à tes lèvres.